Nous poursuivons cet après-midi l'examen du projet de loi organique relatif au système universel de retraite. Ce matin, nous avons examiné 291 amendements. Il nous reste donc 113 amendements à examiner. Nous sommes sur l'article 3. Nous avons des amendements de suppression de l'article. Le 329, Madame Autain. Oui, Madame la Présidente. Donc là, sur cet article 3, il s'agit du régime des parlementaires. Donc nous proposons la suppression par cohérence avec l'ensemble de notre positionnement qui consiste à contester la mise en place du régime par points et ce changement. Et d'ailleurs, en conséquence, on avait déjà en bureau, et je représentais mon groupe à ce moment-là, quand la première réforme des retraites, en fait, les prémices de votre réforme des retraites avaient été imaginées pour les parlementaires. Ce n'est pas tout à fait la réforme, mais en tout cas des prémices pour les députés. Les sénateurs n'en sont pas encore là. Je m'étais opposée à cette transformation déjà à ce moment-là. Donc on continue dans cette veine et nous sommes en désaccord avec l'application généralisée pour les parlementaires comme pour les autres de votre système. Pas d'autres amendements. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable. Merci. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. L'amendement suivant, monsieur le rapporteur, le 403. Mes chers collègues, ces dernières semaines, nous avons prouvé que nous savions donner de la voix. Je vous propose désormais de la montrer en étant les premiers à basculer dans le régime universel de retraite, et ce, dès 2022. C'est un amendement qui prévoit effectivement d'anticiper l'intégration des parlementaires dans le nouveau régime universel de retraite. Actuellement, le texte prévoit que ce serait d'une entrée en 2025, c'est-à-dire à la moitié du mandat prochain. Nous considérons qu'il est tout à fait légitime que nous puissions, parlementaires, intégrer ce régime dès le début de l'année 2022. Nous serions, selon les projections, ainsi plus nombreux à intégrer ce régime, de l'ordre de 230 à 415 selon l'ampleur du renouvellement. Cela ne concernerait donc évidemment pas les collègues qui auraient le malheur de ne pas être réélus. Et si j'étais taquin, je dirais que ceux qui trouvent ce système si répulsif savent désormais ce qu'il leur reste à faire. Pour le reste, nous proposons cette intégration rapide des parlementaires, je le redis. Et l'amendement qui vous est proposé permettra aussi aux parlementaires de disposer de la souscription au contrat dit Carrel et Fompel, comme l'ensemble des élus locaux et des salariés actuellement élus sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nous serions en parfaite conformité avec le régime qui aujourd'hui s'applique à l'ensemble des élus de notre pays. Il n'y aurait plus de distinction. Merci. J'attire votre attention sur le fait que si nous adoptons cet amendement, il fera tomber les 4 amendements qui suivent, le 6, le 400, le 5 et le 7. Donc, je vais vous laisser un temps de parole. J'ai d'abord Monique Limon. Merci, Madame la Présidente. C'était pour dire qu'effectivement, le groupe La République En Marche avait déposé un amendement de la même teneur, rédigé un petit peu différemment, et que nous soutenons vraiment très, très fortement l'amendement du rapporteur pour qu'effectivement, nous puissions affirmer notre volonté à ce que le Parlement soit exemplaire, soit moteur et intègre le système universel de retraite dès le 1er janvier 2022. Je vous remercie. Madame Autain. Oui, je vous remercie de nous inviter à cotiser dans des régimes complémentaires. C'est tout à fait intéressant sur votre logique. Je voulais aussi dire un mot sur le fait qu'il y a eu visiblement une étude qui a été faite sur la professionnalisation du métier de député, alors que normalement, c'est évidemment pas un métier, mais plutôt une fonction que nous occupons et qui ne s'inscrit pas dans une logique de carrière. Oui, un mandat, mais c'est aussi une fonction. Bah oui. En tout cas, c'est pas un métier. Je pense qu'on est d'accord au moins sur ce point. Et que cette étude montrait que finalement, on arrivait à... Voilà, c'est Julien Boella, Sébastien Michon et Étienne Oyon. Donc, c'est cette étude qui est parue en 2017. Et ce qu'ils mettent en avant, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils soulignent
le manque de représentativité sociale. C'est quelque part, on dit, les parlementaires sont des privilégiés, regardez, il n'y a qu'1% d'ouvriers, donc du coup, bah, c'est pas la peine qu'ils aient un système de retraite comme les autres, ils peuvent se payer une retraite privée, ils auront une belle carrière, et ce qui, je pense, renvoie aussi au défaut de représentativité sociale de notre Assemblée et de notre représentation. Merci, Madame Dalloz. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je note plusieurs éléments. Premièrement, les modifications qui ont été apportées au régime des retraites des parlementaires 2003, 2007, 2010, les grandes modifications antérieures, elles ont été portées par la majorité que je représente aujourd'hui, mais qui est dans la minorité, mais c'était notre majorité qui les avait mises en œuvre. Donc voilà, je crois qu'il faut aussi rendre à César ce qui revient à César. Premier aspect. Deuxième aspect, je note, pour siéger dans différentes instances de l'Assemblée parlementaire et notamment à la commission de vérification et d'appurement des comptes de l'Assemblée, que le régime aujourd'hui en matière de retraite est très déficitaire et que chaque année on est obligé d'abonder le principe du budget de l'Assemblée parce qu'auparavant on avait une double cotisation qui permettait de garantir les retraites de ceux qui étaient en retraite, qui étaient des ayants droit. Aujourd'hui, on n'a plus de double cotisation. On a un problème de déficit énorme sur notre caisse. Mais j'ai une question, monsieur le rapporteur. Dans votre article 3, vous écrivez que les échéances électorales donc, de 2022, vous dites que le régime basculera au 1er janvier 2022. Or, je pense que vous n'êtes pas sans l'ignorer, les élections n'ont pas lieu au 1er janvier 2022. C'est bien au mois de juin, normalement, ou juillet 2022, que les élections ont lieu. Donc, je pense qu'il y a lieu de rectifier cette position-là. Merci, Madame. Thierry Benoît. Merci, Madame la Présidente. Naturellement, le groupe UDI Agir Indépendant, dont je porte la parole cet après-midi, va soutenir cet amendement. Avec Philippe Vigier et Charles de Courson, dès 2010, nous avions demandé, en écrivant au président de l'Assemblée nationale, et nous avions renouvelé cette demande en 2016, lors de la dernière législature auprès du président Bartolone, nous soutenons l'alignement strict du régime de retraite des parlementaires sur le régime général et pour ce qui vaut pour nos concitoyens. Pourquoi ? Parce que l'exemplarité doit être présentée par le haut de la pyramide institutionnelle. Et permettez-moi une petite digression. Les escaliers, ça se nettoie par le haut. Et si on veut que nos concitoyens comprennent les efforts qu'on leur présente, qu'on leur propose et qu'on leur impose, il faut que les parlementaires, le Conseil constitutionnel, les autorités administratives indépendantes montrent l'exemple. Il n'y a plus aucune raison en 2020 que certains dérogent au droit commun. Et donc, cet amendement est bienvenu et nous le voterons. Monsieur de Courson. Oui, j'avais déposé un certain nombre d'amendements parce que le texte proposé par le gouvernement ne tourne pas. Je pense qu'il avait même un risque d'inconstitutionnalité, tout simplement parce que dans l'alinéa 6, il distinguait deux types de parlementaires en fonction de leur date de naissance. Ça, c'est pas possible parce que vous pouvez être élu très jeune, vous pouvez être élu aussi très vieux. Alors, les vieux seraient restés dans l'ancien régime, mais les nouveaux qui avaient, par exemple, 2 mandats auraient été basculés dans une... Ça, à mon avis, on allait tout droit à l'annulation. Comme Thierry Benoît le rappelait, nous avons été, on est encore 3 ici, on n'est plus très nombreux, nous avions développé la thèse, tous les trois, nous avions développé la thèse qu'il fallait banaliser le régime des parlementaires. C'est pas populaire au sein de nos collègues, hein. Il faut bien voir que beaucoup de parlementaires disent « mais attendez, c'est pas possible. Quand on rompt une carrière et qu'on est 1 fois ou 2 fois député, qu'est-ce qu'on devient après ?» Vous voyez, il ne faut pas rejeter ça du revers de la main. C'est un vrai problème. Mais le système complémentaire facultatif, hein, y résout. Donc, moi, je retirais mes amendements au profit de l'amendement de notre collègue. Simplement, je voulais lui poser 1 ou 2 questions sur son amendement. Alors,
La première chose, c'est que les régimes de retraite supplémentaires, ils sont cofinancés par l'employeur et le salarié. Donc la question, dans les conditions de droit commun, c'est moitié-moitié. Hein, c'est ça, et c'est facultatif, hein, de bien le préciser. S'il y a des collègues qui ne veulent pas, ils ne veulent pas, me semble-t-il. Il a l'avantage, l'amendement de notre collègue, de résoudre le problème que essayait de résoudre mes amendements après, c'est que, à mon avis, on allait à l'annulation. Et j'attire votre attention sur une question grave, qui est l'attitude de nos collègues du Sénat. Car le président du Sénat, si j'ai bien lu, non mais c'est un problème très grave, madame, a dit que de toute façon, quoi qu'on vote à l'Assemblée, ils ne réformeraient pas leur régime avant qu'on ait voté tout cela. Alors, j'ai fait faire une recherche, mes chers collègues, qui aboutit aux conclusions suivantes. Depuis la jurisprudence de 2009, je crois, de mémoire, 2009, je crois, du Conseil constitutionnel, lorsque un régime concerne les parlementaires, c'est-à-dire députés et sénateurs, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Alors, ça mérite vraiment d'être bien approfondi, parce que nous aurons des recours, hein, de toute façon, sur tout cela. Et comme c'est une loi organique, elle est automatique, le recours. Donc, est-ce que notre rapporteur peut nous éclairer sur le fondement constitutionnel? Merci. Boris Vallaud. Merci, Madame la Présidente. J'aurais pu avoir exactement la même démonstration que notre collègue Thierry Benoît sur l'attachement qu'il y a à donner l'exemple et à être parfaitement aligné sur le régime général, mais j'en tirerai une conclusion différente. Pourquoi voudrais-je pour les parlementaires ce que je ne veux pas pour l'ensemble des Français? Bien sûr. Vous connaissez l'expression « ne faites pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse à toi-même », mais la réciproque est un peu vraie. Je pense que votre réforme est mauvaise. Et donc la conclusion que j'en tire, c'est que je ne la soutiens en aucune manière. Alors, Madame Autain. Je partage totalement la remarque de mon collègue Boris Vallaud. C'est tout à fait la raison pour laquelle nous n'acceptons pas ces amendements. Mais je voulais vous poser une question par rapport à l'amendement, au contenu de l'amendement qui est posé, parce qu'il y a une phrase qui m'étonne. Dans l'amendement, il est écrit « Le bureau de l'Assemblée intéressée détermine les cotisations dues aux assurés et à leurs ayants droit ». Alors, je ne comprends pas très bien pourquoi ce serait le bureau de l'Assemblée qui fixerait quelque part les cotisations dues, si on peut m'expliquer. Monsieur Vigier. De manière restreinte, parce que j'ai laissé beaucoup de temps à Monsieur de Courson. Merci. Très rapide, Madame la Présidente, puisque comme Thierry Benoît a défendu avec beaucoup de talent et d'engagement les mêmes amendements, naturellement, je souscris à ses propos pour dire que le groupe Liberté et Territoire votera massivement. La seconde chose, c'est que simplement, Monsieur le rapporteur, comme l'a très bien dit Charles de Courson, il y a les vieux députés, il y a les vieux, jeunes députés et les jeunes vieux députés. Et donc la référence 75 me semble poser problème là-dessus. Vous puissiez nous éclairer. Merci. Monsieur Fuchs. Oui, bien évidemment, le groupe MoDem votera cet amendement. On ne peut être qu'exemplaire en la matière. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur la position de Boris Vallaud. Autant la France insoumise qui est opposée à tout, on comprend sa position, mais il faut quand même rappeler que depuis 91, depuis le livre blanc de Michel Rocard, au Parti socialiste, on sait que le système de retraite est en grande difficulté. Et que ce soit sous François Mitterrand, sous Lionel Jospin ou sous François Hollande, où Boris Vallaud était associé à la politique, il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé pour asseoir un nouveau régime de retraite. Le régime Touraine, c'est une augmentation des temps de cotisation. Et Manuel Valls, c'est la gelée des pensions pendant 2 ans. Donc c'est assez facile, finalement, quand on est dans l'opposition, de s'opposer à tout. On voit vraiment les grandes décisions lorsqu'on est au pouvoir. Et là, vous n'avez pas démontré que vous étiez capable de faire face à vos responsabilités. Bien. Alors, Madame Limon, excusez-moi. Oui, merci Madame la Présidente. Chut, comme mes collègues, je vais retirer l'amendement. D'accord. Merci Madame. Donc, il y en avait encore un? Non. D'accord. Alors, Monsieur le rapporteur.
Tout d'abord, merci beaucoup pour vos remarques. C'est un travail, j'aurais dû le préciser tout de suite, qui a été mené en plus qu'en étroite collaboration avec le groupe La République En Marche et les autres membres de la majorité qui tentent à intégrer rapidement les parlementaires dans le nouveau régime. Merci pour le bon accueil que vous faites à cet amendement, dont je conçois bien que la rédaction puisse paraître compliquée. Je voudrais y apporter quelques précisions. Entreront dans le nouveau régime dès 2022 les nouveaux parlementaires qui auront été nouvellement élus. Quant aux parlementaires qui sont déjà élus aujourd'hui, il revient au bureau des assemblées, des dites assemblées, de se prononcer sur les conditions d'intégration dans le nouveau régime. La référence au bureau est en fait le reliquat d'une loi qui date du 14 décembre 1958 et en réalité la reprise de cette allusion au bureau est uniquement faite pour ne pas déstabiliser toute la construction juridique des prises de décision s'agissant des assemblées. Par ailleurs, je précise à monsieur de Courson que c'est effectivement l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et que donc si cet amendement devait être adopté à la fois en séance publique et à la fois en lecture définitive à l'Assemblée nationale, il s'imposerait de fait aux sénateurs. Je précise toutefois que considérant la période de renouvellement, s'il vous plaît, considérant la période de renouvellement au Sénat, n'intégrerait le nouveau régime les sénateurs qu'à partir de 2023, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'élection sénatoriale leur permettant de l'intégrer au 1er janvier 2022. Mais, je le redis, les sénateurs sont concernés dans les mêmes conditions que les députés. Enfin, Madame Autain, je vous rejoins complètement sur la diversification des profils sociaux des élus, à l'Assemblée nationale comme ailleurs. C'est un sujet auquel fait face la France depuis... C'est un sujet qui est vieux comme la République, sur la diversification. Nous avons été un certain nombre à faire des efforts dans le cadre des élections pour proposer des profils sociaux différents. Et le grand renouvellement qui a eu lieu, notamment à la faveur de l'élection législative 2017, a permis notamment une féminisation de l'Assemblée, parce qu'il y avait aussi un problème de diversité genrée. Je rappelle que le groupe La République En Marche peut s'enorgueillir d'avoir quasiment atteint les 5% de femmes élues, et qu'on a aussi fortement diversifié les profils sociaux. Quant à votre remarque sur la professionnalisation de la politique, quand vous dites que la politique ne doit pas être professionnalisée, je suis parfaitement d'accord. Je vous invite à diffuser cette remarque massivement dans votre groupe. Je rappellerai encore une fois pour la taquinerie que lorsque votre président de groupe a effectué son premier mandat, je mangeais encore des petits pots et des compotes à la cuillère. Je vous remercie en tout cas pour l'accueil que vous faites à cet amendement. Bon. Merci, s'il vous plaît, pas d'invective, on a dit, quels que soient les rangs. Alors, Monsieur le ministre, vous vouliez parler. Oui, merci Madame la Présidente, à la fois pour exprimer un avis favorable du gouvernement sur cet amendement du rapporteur et puis exprimer pourquoi. Je crois que ça a été d'ailleurs bien dit dans les échanges qu'il y a eu précédemment, même si c'est vrai que peut-être que ça peut, en tous les cas, l'ancien parlementaire que je suis un peu étrange qu'on n'arrive pas à trouver de consensus sur ce sujet. En tout cas, moi, je trouve très, très intéressant que l'Assemblée nationale montre l'exemple. J'ai apprécié aussi les échanges qu'il y a pu y avoir avec le député de Courson, le président Vigier et le député Thierry Benoît. Je pense que c'était important pour l'information de l'Assemblée nationale, mais aussi pour tous ceux qui nous regardent, de pouvoir montrer qu'un certain nombre de députés ont porté, il y a déjà un certain nombre d'années, cette idée qu'il fallait aligner le régime de retraite des parlementaires sur celui du droit commun. Et moi, je suis très heureux de voir qu'ils trouveront, j'espère, avec le vote de ce texte, un aboutissement à ce projet qui est effectivement un point important. Il faut montrer l'exemple. Ça fait partie des responsabilités qu'il nous appartient de porter. Merci. Je mets aux voix cet amendement, donc 403, qui est pour, qui est contre. L'amendement est adopté. Je mets aux voix l'article 3 ainsi modifié. Je mets aux voix l'article 3 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? L'article 3 est adopté. Nous arrivons à un amendement portant article additionnel après l'article 3. Monsieur de Courson, le numéro 4. Oui, mes chers collègues, vous vous souvenez qu'il y a eu quelques débats sur le cas très particulier du président de la République. Puisque vous savez que le président de la République se retrouve depuis 1955 dans une situation étrange. Il ne cotise pas.
Il n'y a pas de cotisation patronale, il n'y a pas de cotisation salariée. Et une loi de 55, son article 19, lui a donné une allocation de 72 000 euros par an, donc 6 000 euros par mois. Et quand on dit, mais pourquoi le président de la République n'a pas un statut au regard de la retraite, ben, on nous explique que les anciens présidents sont au Conseil constitutionnel, où, je vous rappelle, le salaire d'un membre du Conseil constitutionnel, c'est 14 000 euros bruts et un peu moins de 12 000 nets, quoi, 11 000 et quelques. Et donc, ça tient lieu, entre guillemets, de retraite à vie, puisque, bon, eux, ils sont à vie. Cette situation, elle n'est pas du tout acceptable. Je pense que ça met le président de la République en situation tout à fait anormale et même critiquable. Et donc, ce que je vous propose, c'est extrêmement simple. On va affilier le président de la République, comme les ministres, comme tout le monde, le Premier ministre, les membres du Conseil constitutionnel, au régime universel. Et on supprime le fameux article 19 de la loi de 55 qui lui donnait cette allocation. Il me semblerait qu'à ce moment-là, tous ceux qui critiqueront les présidents de la République successifs, eh ben, leurs arguments tomberont. On dira, mais non, il est traité comme tout le monde, puisque c'est un régime universel. Puisque, à ma connaissance, sauf si monsieur le rapporteur me dit l'inverse, je crois que seul le président échappe au régime universel. Et on maintient implicitement une situation tout à fait anormale. Merci. Voilà l'idée de cet amendement. Courson. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Je vais répondre rapidement, monsieur de Courson, pour vous dire que vous avez parfaitement raison et que vous allez dans le même sens que les déclarations du président de la République, puisqu'il s'est engagé lui-même à intégrer le régime universel des retraites. Donc, aucun sujet. Reste la manière de procéder. Un amendement à un PJL, du fait de la séparation des pouvoirs, est anticonstitutionnel. Il y a une décision du 6 août 2012 qui fixe dans la loi la rémunération du président de la République. Le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de s'exprimer. En revanche, le président de la République s'est engagé à prendre lui-même un décret présidentiel visant à intégrer les régimes de retraite des présidents de la République dans le régime universel. Donc on va attendre ce décret si vous en êtes d'accord, de manière à être en conformité avec le droit. Mais je crois que la parole du président, elle l'engage et nous pouvons lui faire confiance sur ce point. Je vous propose le retrait de l'amendement sur la base de ces explications. Oui, rapidement, monsieur de Courson. Et moi, l'objectif, l'important, c'est de réussir cet objectif. Simplement, l'argument du rapporteur m'étonne un petit peu, puisque ce qui s'applique au président ne s'appliquerait-il pas au gouvernement? Puisque le gouvernement, on a légiféré. Alors c'est pour ça que cet argument, c'est un argument sur la procédure, simplement. Oui, mais la séparation des pouvoirs, les ministres, je vous rappelle, les ministres ont le qualificatif d'agent public. Ils sont à l'IRCANTEC. Ils ont un régime de retraite, eux. Et donc, pourquoi ce qui s'applique au président ne s'applique pas au Premier ministre et au ministre? C'est une question, hein. C'est une question technique. Hein, c'est pas... Mais moi, si vous me confirmez et vous me répondez, je suis prêt à le retirer sous cette réserve. Pourquoi cette discrimination entre le président et le gouvernement? Monsieur Cotenins. Oui, moi, je voudrais juste répondre au rapporteur, M. Véran, qui nous dit, bon, faisons confiance au président de la République, attendons qu'il signe le décret. Bon, vous comprendrez que les prises de parole du président de la République n'engagent que lui. Nous, on est là pour légiférer. On se souvient, par exemple, que sur l'interdiction du glyphosate, il aurait fallu qu'on se contente d'un tweet. Bon, en réalité, non, on ne peut pas nous en contenter. Donc, monsieur le rapporteur, mettons effectivement cela dans la loi. N'attendons pas que le président signe ce décret. Il faut qu'on puisse l'engager aussi dans la loi. Alors, monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Les ministres répondent, vous l'avez dit vous-même, la réponse est dans la question que vous avez posée. Les ministres ont un régime particulier qui correspond, qui est affilié au régime des fonctionnaires. Donc nous sommes parfaitement fondés à légiférer sur le système de retraite des ministres, comme celui des parlementaires, mais pas celui du président de la République. Si vous l'inscrivez, ce sera censuré par le Conseil constitutionnel à 100%, et on aura tous l'air benés. Donc voilà, si vous êtes d'accord et convaincu, je vous propose de retirer l'amendement. Je n'ai jamais été plus royaliste que le roi. Hein, et donc, s'il y a un engagement, y compris, pas simplement de vous, monsieur le rapporteur, mais aussi de monsieur le ministre, dès qu'il déclare qu'il est
conforme à votre position, je suis prêt à le retirer. Mais dès qu'il a fait sa déclaration. Alors, Monsieur vous le ne le ministre, retirez pas, vous à le maintenez, c'est ça? Pardon, monsieur de Courson. Monsieur de Courson, voilà. Vous le maintenez donc pour l'instant? Non, mais d'accord. Que le ministre dise qu'il partage l'avis du rapporteur et je le retire immédiatement, puisqu'il m'avait dit oralement, on peut peut-être le dire à la commission, que vous étiez d'accord sur le fond. Hein, si j'ai bien compris ce que vous m'aviez dit publiquement. Merci, monsieur de Courson. J'avais compris la question, ce n'était pas le problème. Vous confirmez? Monsieur de Courson. Vous confirmez? Bon, il confirme, le ministre. Donc c'est très bien. Donc je retire. Il me l'avait... Oui, ah bon. Bon, après, alors, il est retiré. Monsieur le ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. C'est très transparent et c'est très bien. Effectivement, Monsieur de Courson, vous avez très bien décrit la réalité pour les anciens présidents de la République. Une fois qu'ils ne sont plus en fonction, ils sont pas effectivement, ils ne touchent pas une retraite, mais ils ont une dotation, hein, en fait. Et cette dotation qu'ils perçoivent jusqu'au moment où ils seraient amenés à décéder. Et donc, c'est cette dotation auquel a expressément renoncé le président de la République. Et effectivement, vous l'avez précisé, l'ensemble des présidents de la République qui vont se succéder, puisqu'il n'y en a qu'un à chaque fois, seront affiliés au système universel à partir de 2022, même s'ils sont nés après 75. Cette affiliation ne relève toutefois pas de la loi. Le gouvernement prendra donc un décret d'ici la promulgation de la loi. Et pour compléter ce qu'a dit assez bien, voire même très bien le rapporteur, la retraite du président de la République ne relève pas de la compétence du législateur. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ne revenait pas à la loi de traiter ces questions. Je vous renvoie à sa décision du 9 août 2012 que je tiens à votre disposition. Et donc, comme l'a dit, je pense très clairement le rapporteur, le but, c'est de montrer l'exemple et donc de le faire de manière explicite sans risquer de se voir retoqué par le Conseil constitutionnel, alors que nous voulons, vous, moi et le rapporteur, et je pense la majorité ici, faire que l'exemple soit donné à partir du plus haut. Et c'est ce que fera le président de la République. Monsieur Woerth. Merci Madame la Présidente. En fait, dans ce cas-là, il faut aller jusqu'au bout des choses. D'abord parce que les membres du gouvernement, j'en ai été un, et donc vous cumuliez avec des indemnités d'élus locaux. Puis la loi, quand vous étiez élu local, vous aviez une indemnité et vous continuez ce mandat. Puis la loi a décidé qu'on ne pouvait plus être élu local dans un exécutif. Donc évidemment, il n'y a plus un élu, un ministre, enfin en tout cas un député qui cumule quoi que ce soit. Mais alors les ministres, si j'ai bien compris, ils peuvent cumuler. Donc ils peuvent cumuler les systèmes de retraite aussi. Donc je pense qu'on devrait, semble-t-il, si je me trompe, tant mieux. Donc si un ministre élu local peut compléter sa rémunération de ministre par une rémunération d'élu, il complète aussi sa retraite. Est-ce que c'est un sujet qui doit être, dans ce cas-là, clarifié et en tout cas, au moins, aligné sur celui des députés? Merci, Monsieur Juanico. Oui, Madame la Présidente. Moi, je trouvais l'amendement de Charles de Courson particulièrement pertinent. Et d'ailleurs, dans la droite ligne des travaux que nous menons à l'Observatoire de l'éthique publique avec un certain nombre de parlementaires de tous les bancs, pour aujourd'hui réduire on va dire, un certain nombre de privilèges ou le train de vie de l'exécutif, voilà, à travers des questions écrites, à travers des amendements. Bon, on a les explications du gouvernement, mais enfin les engagements du président de la République et les engagements du gouvernement à l'issue de la promulgation de la loi, il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'issue de la promulgation de la loi. Pour nous, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, on va simplement reprendre en séance publique cet amendement et puis on verra comment la discussion se passe en séance publique. La seule bonne nouvelle, quelque part, c'est que finalement, on annonce la retraite du président de la République en 2022. Monsieur de Courson. Écoutez, moi, j'ai un engagement du gouvernement, j'ai un engagement du rapporteur, je pense de la majorité aussi, et de beaucoup d'ailleurs de parlementaires qui ne sont pas forcément de la majorité. Donc je le retire, mais, monsieur le ministre, comme toujours, sous réserve qu'on aille bien jusqu'au bout. Voilà. Merci. Je pourrais même le redéposer en séance pour qu'en séance publique, vous ayez le plaisir de redire. Comme il est retiré, on va arrêter d'en discuter. Voilà. Nous sommes à des amendements suivants de suppression de l'article 4. Le 346, Madame Autain.
Oui, Madame la Présidente. Donc, c'est un amendement de suppression. Nous restons cohérents jusqu'au bout. Mais deux questions sur cette disposition. Enfin, une remarque, je dirais, et plutôt une question. La première remarque, c'est de faire constater à notre Assemblée que nous allons donc probablement faire retirer du système de solidarité des personnes au Conseil constitutionnel qui ont des revenus qui dépassent les fameux 3 PASS. Donc en fait, ce sont aussi des ressources dont nous nous privons en appliquant le régime à cette catégorie de la population. Et la deuxième remarque, c'est qu'on nous dit qu'on va essayer d'encadrer mieux les revenus, leurs revenus. Oui, c'est difficile. Eh oui, c'est la fin de... qu'on va donc essayer de mieux encadrer la rémunération des membres de ce Conseil. Mais on nous dit que serait prévue dans le même temps une indemnité supplémentaire qui pourrait leur être versée par un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget. Donc la question est assez simple sur les rémunérations. C'est au fond, est-ce qu'on ne va pas déguiser par cette rémunération complémentaire la rémunération véritable de ces agents? L'amendement 357, M. Quatennens. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, il est cohérent avec l'ensemble des autres amendements que nous avons déposés. Effectivement, il ne s'agit pas pour nous d'avoir de la géométrie variable entre les catégories concernées. Nous sommes opposés au projet de loi pour l'ensemble des Français. Donc il n'y a pas de raison pour nous de faire d'exception, raison pour laquelle nous supprimons cet article. Merci. Monsieur le rapporteur. Avis défavorable, bien sûr, pour ces amendements. Juste pour préciser qu'il ne faut pas se tromper de débat. On inscrit à la faveur de la loi organique ce qui, jusqu'ici, était inscrit dans le droit réglementaire s'agissant de la rémunération des indemnités des membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a donc ni diminution ni augmentation. On est en train, là, d'inscrire dans la loi organique le plafonnement du cumul avec d'autres pensions de retraite. On y reviendra tout à l'heure à l'occasion des amendements de notre collègue Thierry Benoît. Merci. Je mets aux voix cet amendement de suppression de l'article. Un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 11, Monsieur Dufresne, vous le défendez? Défendu, monsieur. Et le suivant, le 56, Monsieur Benoît. Il n'apparaît pas, moi. Défendu, Madame la Présidente. Attendez. Ah, voilà, non. Il s'agit, avec l'amendement 56, de mettre fin à une spécificité qui concerne la rémunération qui, aujourd'hui, est déterminée par arrêté. L'objectif est de mettre fin à la part de rémunération déterminée discrétionnairement par l'exécutif pour ce qui concerne le président du Conseil constitutionnel. Le deuxième point, on peut supposer, ce n'est pas qu'une supposition, c'est une réalité, qu'un décret permet de déroger au droit commun. Et moi, l'objectif, c'est qu'il y ait de la clarté dans la rémunération de l'ensemble des personnalités nommées, que ce soit d'ailleurs au Conseil constitutionnel, dans les agences de l'État ou dans les autorités administratives indépendantes de l'État. Pour cet amendement, il concerne précisément le Conseil constitutionnel, ses membres et son président. Monsieur Benoît, les deux autres concernant également des thématiques sur le Conseil constitutionnel, voulez-vous les défendre en suivant? Et le rapporteur vous répondra sur les trois. Si vous considérez qu'ils sont... J'ai pas dit identiques, mais sur les... Allez-y, vous pouvez continuer. Ils ne sont pas identiques. L'amendement suivant, il vise à rémunérer le président du Conseil constitutionnel à l'équivalent du président de la République, c'est-à-dire autour de 15 000 € bruts. Alors, dans l'amendement, vous aurez noté qu'on adosse de manière plus précise cette rémunération à la grille indiciaire de la haute fonction publique, parce que vous aurez noté, pour ceux qui ont le temps de lire ou qui ont l'opportunité de lire les rapports de la Cour des comptes, qu'il y a un manque de clarté, il y a plutôt de l'opacité. On est dans une zone grise pour ce qui concerne la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. Et moi, je pense que c'est au pouvoir législatif, c'est-à-dire nous autres, les députés, de fixer cette grille de rémunération. Et dans un sens de transparence, de clarté et d'équité,
Cet amendement propose donc de fixer la rémunération du président du Conseil constitutionnel à celle du président de la République. Et le Je poursuis 55. avec l'amendement suivant. Là, il concerne le cumul emploi-retraite. Il fait référence au débat que nous avons eu ensemble lors de la discussion de la proposition de loi que j'avais soumise au Parlement à l'Assemblée nationale le 30 janvier. Cumul emploi-retraite, cet amendement propose que les membres du Conseil constitutionnel, concernant le cumul emploi-retraite, soient soumis au droit commun. Je ne vois pas de quel fait nos 9 sages auraient, en 2020, un système dérogatoire qui leur permettrait de cumuler. On me dit qu'un décret est en préparation. On me dit qu'il y a un système d'écrêtement qui va être mis en vigueur. Ce décret était consécutif à la loi d'août 2019. Nous sommes quasiment mi-février. Le décret aurait dû être applicable au 1er janvier 2020. Il n'est toujours pas applicable. Et là, les députés, le Parlement est dans son rôle, le pouvoir législatif est dans son rôle lorsqu'il fixe, lorsqu'il cadre, eh bien, la question du cumul emploi-retraite des 9 sages au même titre que l'ensemble des hauts fonctionnaires, que l'ensemble des fonctionnaires ou des Français. Il ne s'agit pas d'interdire le cumul d'emploi-retraite. Les sages pourront cumuler, mais ils resteront dans le droit commun. Je peux vous préciser, si vous le désirez, Madame la Présidente, quel est le droit commun. Le droit commun aujourd'hui permettrait aux sages, eh bien, nous prendrions l'ensemble de leur pension, de leur traitement de retraite, nous en prendrions le tiers, auquel nous ajouterions 50% du minimum garanti, ce qui explique qu'un membre du Conseil constitutionnel qui aurait 90 000 euros de retraite, on retient 30 000 euros, on lui ajoute 7 000 euros de minimum garanti, qui correspond à 50% du minimum garanti, et il cumulerait donc auprès de sa retraite de 90 000 euros, 37 000 euros. Et je ne vois pas pourquoi ces personnalités dérogeraient au droit commun. Merci, Monsieur Benoît. Alors, Monsieur le rapporteur, sur ces 3 amendements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que M. Benoît travaille ses amendements. Et c'est un travail qui vient de loin. Et on a ici la rédaction d'amendements qui se veulent constructifs et enrichir ou modifier le texte sur des points précis. S'il vous plaît, excusez-moi, pardon. Déjà, les amendements de M. Benoît sont complexes. La réponse le sera tout autant. Et voilà, pour qu'on puisse essayer de s'entendre. Pardonnez-moi pour le... il s'agit là de la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. D'abord, rappelez qu'à la faveur de la réforme des retraites, nous inscrivons dans le dur, dans le marbre de la loi organique, une pratique en matière de rémunération d'indemnisation des membres du Conseil constitutionnel qui est en vigueur depuis longtemps, mais qui relevait ici du droit réglementaire. L'inscrire dans le droit organique est quelque chose qui permet de lui donner déjà de la transparence et de pouvoir l'ancrer de façon solide. Ensuite, je rappelle qu'il n'y a ni augmentation ni réduction des dispositions en termes de traitement des membres du Conseil constitutionnel. Vous posez la question, par exemple, M. Benoît, de plafonner la rémunération d'un membre du Conseil constitutionnel au niveau de la rémunération du président de la République. Aujourd'hui, un membre du Conseil constitutionnel, il ne peut dépasser 13 000 euros bruts d'indemnité, et donc il est aujourd'hui en dessous du président de la République. Donc je ne crois pas que ce que vous souhaitiez, ce soit augmenter la rémunération des membres du Conseil constitutionnel. Ensuite, quand vous proposez d'appliquer les règles de droit commun de la fonction publique aux membres du Conseil constitutionnel en matière de cumul emploi-retraite, il faut bien comprendre que si dans un certain nombre de cas, ça peut conduire à modérer l'indemnisation des membres du Conseil constitutionnel, dans un grand nombre de cas qui nous semblent majoritaires, ça va plutôt permettre de l'augmenter. Puisqu'aujourd'hui, les conditions sont telles que vous ne pouvez pas cumuler la partie qui relève de l'indemnité de fonction avec la partie retraite que vous pouvez percevoir lorsque vous êtes pensionné, lorsque par exemple vous êtes dans le cadre de la fonction publique. Donc parfois, ce qui peut paraître mieux est en fait, en définitive, plutôt moins bien que la situation actuelle. Donc, encore une fois, on crée ici de la transparence, on met dans le droit une pratique qui ne relevait pas jusqu'ici de la loi et qui permet d'avoir les choses de façon beaucoup plus visible. On ne touche pas au niveau de rémunération, on encadre les règles de cumul d'emploi et de pension de retraite. Et donc, je donne un avis à regret, M. Benoît, considérant le sérieux des travaux que vous conduisez à nouveau sur cette question depuis des années, un avis défavorable pour l'ensemble de ces amendements.
Et c'est un avis défavorable aussi sur celui de Monsieur Dufrègne. D'accord. Merci. Il y a celui-là aussi, alors. D'accord. Alors, j'avais Monsieur Vigier qui voulait la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Comme l'a dit mon collègue Thierry Benoît, je crois que les parlementaires, depuis quelques années, ont montré l'exemple à de nombreuses reprises. J'ai en mémoire tout ce qui a été dit et repris d'ailleurs par le ministre, soulignant ce travail-là à l'époque, et il n'était pas évident d'avoir en vent de face d'autres parlementaires. Je me rappelle également des lois confiance. Et donc, on ne peut pas simplement concentrer tous les efforts sur les parlementaires sans que quelqu'un puisse échapper à un moment ou à un autre, avec des responsabilités aussi éminentes que celles d'un membre du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, par exemple, à faire en sorte que les régimes puissent être comparables. Monsieur le rapporteur, vous nous dites l'indemnité des membres du Conseil constitutionnel est inférieure à celle des présidents de la République. Vous avez raison, mais en revanche, ce que vous oubliez de dire, et qui est marqué dans ce texte, c'est qu'en plus se cumule une indemnité de fonction, laquelle est définie par décret du Premier ministre et du ministre. D'ailleurs, entre nous, ça ne pourrait pas être un décret du Premier ministre ou du ministre. Il y a des règles, me semble-t-il, d'échelle de salaire qui doivent être parfaitement connues, transparentes, parce qu'il faut dire les choses précisément. Sur les parlementaires salés, ça doit l'être également sur les hauts fonctionnaires. Et en plus, Thierry Benoît a bien fait d'expliquer que dans le cas des cumuls emploi-retraite, on a vu quand même que quelque part la voix embarrassée du gouvernement il y a quelques jours, puisque les fameux décrets ne sont toujours pas sortis. Donc il nous appartient à un moment ou à un autre, Parlement, me semble-t-il, de mettre un peu d'ordre et de faire en sorte que nos compatriotes ne puissent plus pointer du doigt toutes celles ou ceux qui, quelque part, représentent la capacité de décision, l'organisation et naturellement la façon dont on fait la loi. Et vraiment, personne ne peut passer au travers des mailles du filet, il faut le dire avec force. Merci Madame Autain. Oui, c'est assez cocasse en fait, parce que nous terminons l'étude de cette deuxième partie de la loi organique. Vous savez très bien que, fort des remarques du Conseil d'État, il est possible qu'il y ait un recours sur ce texte au Conseil constitutionnel. Et là, on découvre, ce faisant, à la toute fin du texte, que vous êtes en train de mijoter quelques petits bonus pour les membres du Conseil constitutionnel en inscrivant dans le marbre la possibilité d'une rémunération à discrétion par le Premier ministre. C'est ce que vous appelez, Monsieur Véran, la transparence, n'est-ce pas? C'est extrêmement transparent, puisqu'il est écrit que le Premier ministre peut, à loisir, donner des rémunérations supplémentaires aux membres du Conseil constitutionnel. Vous avez une conception de la transparence qui ne lasse pas de me laisser pantois. Monsieur Benoît et Monsieur le rapporteur. Oui, moi, je voulais dire que là, il s'agit pour nous de poser un acte politique. Moi, je ne comprends plus qu'en 2020, et je comprends qu'à ce tarif-là, on les appelle les sages. Franchement, moi, je ne comprends plus que lorsqu'on cumule la retraite, la rémunération, le traitement, les suggestions, parce que la réalité, elle est que nous autres députés, nous ne savons pas véritablement quelle est la situation des membres du Conseil constitutionnel, mais aussi des membres des autorités administratives indépendantes de l'État. Et à un moment donné, lorsqu'il y a eu le grand débat, que ce soit le président de la République, le Premier ministre, membre du gouvernement ou les députés et sénateurs, lorsque nous avons rencontré nos citoyens, lorsqu'ils ont dénoncé ces situations parce qu'ils en ont marre, parce que ça les excède, je sais très bien qu'on ne va pas résoudre en cela le problème de la dette ou du déficit. Mais comme je le disais tout à l'heure, les escaliers, ça se nettoie par le haut. Moi, j'en ai marre, je suis fatigué de voir des personnalités, de voir des hauts fonctionnaires qui ont fait de belles carrières. Parce que de quoi parle-t-on? Nous parlons de femmes et d'hommes qui sont nommés. Ils ne sont pas recrutés, ils sont nommés. Et en plus, on va déterminer le montant de leur rémunération. Et ce qui s'assimile à un privilège, on cumule la retraite, la rémunération, le traitement. On n'y comprend plus rien. Et moi, je veux, en tant que député, au nom des habitants que je représente, je pense que je suis en droit d'exiger en 2020 ce type de proposition. Restons calmes. Monsieur le rapporteur. Bon, pour répondre à monsieur... S'il vous plaît, seul monsieur le rapporteur a la parole. D'abord, pour répondre à M. Vigier et à M. Benoît, l'objet de ce projet de loi
porte sur les retraites, pas sur les conditions d'indemnisation ou les niveaux de rémunération des membres du Conseil constitutionnel. Pour répondre précisément à votre question, Monsieur Vigier, parce que vous semblez dire qu'on ne connaît pas précisément, au contraire, on inscrit en loi organique ce que jusqu'ici relevait du droit réglementaire et qui donc n'était beaucoup moins transparent. Je vous donne les choses à nouveau de façon précise. Un membre du Conseil constitutionnel perçoit un traitement brut de 7 000 € par mois. Ensuite, il y a 2 cas de figure où il n'a pas d'autres revenus. Et dans ce cas-là, il perçoit également 6 000 € au titre des indemnités de fonction, ce qui veut dire que ça porte à 13 000 € brut, la totalité de ce qu'il perçoit sur un mois. On peut considérer que c'est beaucoup, mais ce n'est pas l'objet de ce projet de loi que de légiférer sur le niveau de revenu, vous l'aurez compris. Si en revanche, le membre du Conseil constitutionnel a par ailleurs une pension de retraite pour une activité précédente qui est de l'ordre de 5 ou 6 000 € par exemple, eh bien, ça lui est soustrait de l'indemnité de fonction, ce qui fait qu'il ne la perçoit plus. La situation antérieure qui manquait de transparence permettait d'envisager des possibilités de cumul d'indemnités, de fonctions, etc., et de pensions de retraite. Ça n'est pas le cas et nous l'écrivons dans le marbre de la loi organique. Je le répète, si vous avez par ailleurs des revenus liés à des pensions de retraite pour des activités exercées antérieurement, ça vous est soustrait des indemnités de fonction que vous deviez percevoir. Donc, en mon sens, ça répond à votre question. Madame Autain. Je vois d'ici la vidéo tranchée, 40 secondes, Facebook, Twitter, à tous les insoumis retweeter massivement. La République en marche est en train d'acheter le Conseil constitutionnel en lui offrant des rémunérations cachées. C'est honteux, c'est indigne de la hauteur de nos débats et on en a un petit peu marre. Donc je prépare aussi ma vidéo de réponse que j'aurai plaisir à tweeter après la vôtre. Merci. Bien. Alors, tout le monde reprend son calme. Nous avons donc un avis défavorable sur le 11. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 56, qui est pour, qui est contre? Il est rejeté. Le 54, qui est pour, qui est contre? Il est rejeté. Le 53, qui est pour, qui est contre? Il est rejeté. Pardon? Oh, non, non. Le 55, qui est pour? Ah oui. Qui est contre? Il est rejeté. Et le 10, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 405, monsieur le rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, Madame la Présidente. Merci. Je mets aux voix cet amendement de précision. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 8, monsieur de Courson. C'est un sujet qu'on a déjà abordé tout à l'heure, qui est est-ce qu'on peut, monsieur le rapporteur, distinguer dans l'alinéa 6 les membres du Conseil constitutionnel, qui sont nés avant ou après le 1er janvier 1975. Si vous êtes nommé très jeune, ou vous êtes nommé assez âgé, non mais vous vous retrouvez 2 personnes nommées en même temps au Conseil constitutionnel, selon qu'ils sont nés avant ou après, vont pas être dans la même situation. C'est pour ça que j'essaie d'attirer l'attention du rapporteur et du ministre. Est-ce qu'il n'y a pas là une rupture d'égalité entre les membres du Conseil constitutionnel? C'est une question, hein. C'est pour ça que j'ai déposé cela en disant on supprime né à compter du 1er janvier 1975. D'ailleurs, y en a-t-il actuellement? Bon, oui, c'est vrai. Il y en aura certainement dans l'avenir, inéluctablement. Donc, je ne sais pas quelle est votre position, monsieur le rapporteur, ainsi que monsieur le ministre. Alors, monsieur le rapporteur, sur l'amendement 8. Oui, c'est une question dont nous avons débattu tout à l'heure, sur la frontière de 1975. C'est conforme, il faut quelque chose qui soit conforme au principe d'égalité. Je ferai la même réponse. La frontière de 75, c'est celle qui a été retenue pour l'ensemble des Français. Elle vise donc à ne pas modifier les règles du jeu en cours de route, c'est-à-dire pour les personnes qui sont à moins de 17 ans de la retraite. C'est différent des parlementaires, car eux, ils ont une affiliation de droit commun et un mandat plus long qui va faire quand même moins de 9 ans. Donc, pour ces raisons, je vous propose le retrait, sinon un avis défavorable. Monsieur de Courson, vous le maintenez? Et puis après, je vais faire une observation.
Alors, Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Il faut que j'attende que Madame la Présidente me passe la parole, Monsieur le député. Non, je ne peux pas m'exprimer. Bon, le gouvernement a fait un choix en matière de transition. Ça a été dit tout à l'heure par le rapporteur Olivier Véran. C'est un choix pour une transition douce et longue, hein, on peut le dire, parce que c'est 17 ans, c'est significatif. Et donc, il y a ce qui se passera jusqu'en 2037. Et puis, il y a la réalité de l'ouverture du système universel en 2022 pour les premières générations en 2004. Et puis ensuite en 2025. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, de raison de distinguer parmi les Français en la matière. Donc, je trouve que le retour que nous a fait le rapporteur me paraît cohérent, parce qu'effectivement, comment expliquer que pour les uns, s'ils sont à moins de 17 ans de la retraite, ils soient concernés, que ce ne soit pas le cas pour les autres. Et dans les débats que nous avons eus depuis 10 jours, on a eu beaucoup de débats justement sur le côté universel ou pas des choses. Et moi, je pense que le choix qui a été fait de la période de transition est un choix qu'on doit pouvoir retrouver de façon uniforme partout. Merci. Monsieur de Courson, vous le maintenez? Alors, oui, parce que, vous voyez, vous évoquez tous la règle générale des 17 années avant le départ à la retraite. Mais quel sens ça a pour un mandat qui est de 9 ans non renouvelable? Ça n'a pas de sens pour moi, hein, puisque c'est 9 ans non renouvelables. Donc, il me semble qu'en faisant cela, vous créez une rupture d'égalité au sein des membres du Conseil constitutionnel. Supposez que lors du prochain renouvellement, il y en ait un des 3 qui soit né avant et les 2 autres après. Donc, vous allez traiter différemment. Moi, je pense que ce n'est pas possible parce que la règle des 17 ans ne peut pas s'appliquer pour les membres du Conseil constitutionnel puisque leur espérance de vie est de 9 ans, non renouvelable. Donc, moi, c'est pour ça que je pense que si vous ne voulez pas vous faire annuler, et en plus, c'est le Conseil constitutionnel qui examinera cela. Hein. Moi, je pense que la prudence serait c'est ce que j'ai proposé. Maintenant, si vous voulez prendre le risque, vous prenez le risque. Hein, mais moi, j'ai quelques doutes. Merci, Monsieur de Courson. Je mets cet amendement qui a eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 4 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? L'article 4 est adopté. Nous en arrivons à des amendements portant article additionnel après l'article 4. Le 12. Ils ne sont pas là. Ah, pardon. Monsieur Dufresne, je vous cherchais. D'accord. Défendu. Monsieur le rapporteur. Défavorable. Oui. Alors, Monsieur Dufresne, je voulais vous poser une question parce que s'agissant des amendements qui vont suivre et qui sont tous, qui émanent tous de votre groupe, ils concernent à chaque fois une catégorie différente. Est-ce que vous les défendez à chaque fois ou est-ce que vous voulez les défendre en une seule fois? Vous savez pas? Ils seront défendus comme ça, globalement? D'accord, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors, on va continuer. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement, vous m'avez dit défavorable. Avec tout le respect que je vous dois et ainsi qu'à l'auteur des amendements, l'avis sera du coup défavorable sur l'ensemble de ces amendements. Mais nous aurons le débat en hémicycle parce que je suis sûr que votre collègue, qui a été très présent tout au long de ces débats, saura nous rejoindre d'ici là. En plus, je crois qu'il a un empêchement, donc je vais aller doucement au cas où il voudrait nous rejoindre. Donc le 12 avec un avis défavorable, qui est pour, qui est contre? Il est accepté. Le suivant, donc le 23, avec avis défavorable. Il est rejeté, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon. Oh là, vous avez failli avoir un amendement adopté à cause de moi. Donc, il est rejeté. Le 23, pardon. Donc, avec avis défavorable de monsieur le rapporteur, qui est pour, qui est contre. Le 24, même vote. Il est rejeté. Le 25, même vote. Il est rejeté. Le 26, même vote. Il est rejeté. Le 27, même vote. Il est rejeté. Le 28, même vote.
est rejeté. Le 30, même vote, il est rejeté. Le 31, même vote, il est rejeté. Le 32, même vote, rejeté. Le 33, même vote, rejeté. Le 34, même vote, et rejeté. Le 35, même vote, donc rejeté. Le 36, même vote, il est rejeté. Le 37, même vote, il est rejeté. J'en ai beaucoup. Le 38, même vote, rejeté. Le 39, même vote, rejeté. Le 40, même vote, rejeté. Le 41, même vote, et rejeté. Le 42, même vote, rejeté. Le 43, même vote, rejeté. Le 44, même vote, toujours rejeté. Le 45, même vote, il est rejeté. Le 46, même vote, il est rejeté. Le 47, même vote, il est rejeté. Le 48, même vote, il est rejeté. Et le 49, même vote. Ils sont donc rejetés. Monsieur le rapporteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, à la suite de cette longue série d'amendements qui ont été déclarés rejetés après un vote par la présidente, je tiens à nouveau, parce que je me méfie des découpes vidéo, à nouveau la présidente a pris le temps d'énoncer chaque amendement qui n'a pas pu être présenté par leurs auteurs, de manière à laisser le temps à leurs auteurs de rentrer dans la pièce. Il ne s'agissait absolument pas de bâcler la démocratie. Je préfère maintenant mettre ceinture et bretelles, parce que ce genre de choses-là peut rapidement faire des dégâts, et vous êtes tous témoins que ce n'était pas l'objectif. Merci à la présidente pour sa courtoisie vis-à-vis des collègues de l'opposition. Merci. Alors, on n'a pas de prise de parole maintenant. Alors, j'ai deux demandes de prise de parole. On va les prendre parce qu'après, il faut qu'on continue. Monsieur Cotenas et Monsieur Bazin. Oui, bon, d'abord, répondre à notre collègue rapporteur Véran. Oui, dans la démocratie aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux et on les utilise comme il le faut pour relayer ce qui doit être relayé. Quand effectivement la commission décide de diviser par deux le temps de parole, c'est une information qui intéresse nos concitoyens. Pour autant que nous n'ayons pas eu à nous plaindre, et nous l'avons dit, des débats, ni appelé à insulter qui que ce soit, je le dis aussi, hein, ça va. Ouais. Et à un moment donné, il faut pouvoir dire les choses. Mais personne ne l'a insulté, mais on aura ce débat si vous le voulez. Non, mais justement, soyons clairs sur la tenue des débats. En revanche, effectivement, bon là, on n'a pas d'instrumentalisation du tout du type de ce qui vient de se passer. On voit qu'il y a une succession d'amendements, notre collègue est absent, et voilà, il n'y a pas de problème. On ne va pas s'amuser à instrumentaliser tout ça. Mais Monsieur Véran, si vous voulez rejoindre la cohorte des community managers de la France Insoumise, n'hésitez pas, on saura vous faire une place. Monsieur Bazin, je sais plus. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, vous êtes très attentif à la communication qui pourrait être faite par vos collègues des Insoumis. Mais nous, ce n'est pas la com qui nous intéresse, c'est le travail de fond sur le projet. Et je trouve un peu dommageable que vous ne preniez pas le même zèle pour nous apporter des réponses sur l'ensemble des questions qu'on a pu poser. Il y a un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse depuis 9 jours. Certaines, vous n'y êtes pour rien, ni vous ni Monsieur le Ministre, puisqu'elles sont renvoyées à la conférence de financement. Et ce passage en force ne nous permet pas d'évoquer tous les sujets de fond. Vous n'y êtes pour rien, Monsieur le rapporteur, sur les ordonnances, puisque c'est un mode qui a été choisi. Mais très sincèrement, avec mes collègues, on vous a posé un certain nombre de questions depuis le début qui sont restées sans réponse. Et nous, on souhaite un vrai travail de fond. Et je trouve dommageable qu'il y ait eu cet évitement des réponses. Alors, nous arrivons aux amendements de suppression de l'article 5. Je vais commencer par celui-là. Alors, l'amendement 13, si, Monsieur Dufrègne. C'est un amendement qui vise à supprimer cet article
et donc et qui concerne notamment l'intégration dans le régime universel des magistrats, et c'est quelque chose qui est conforme à notre analyse de ce projet de retraite qui veut tout globaliser, mais finalement remet tout en cause sans l'avoir véritablement impacté. Merci, monsieur. Le 363, madame Autain. Oui, d'ailleurs, on revient au début, je fais le lien avec ce que vient de dire mon collègue, sur l'étude d'impact, puisque dans l'étude d'impact, les cas de magistrats commencent à 22 ans, hein, tout à fait crédible, puisqu'on sait qu'en moyenne, un magistrat commence à travailler à 28 ans. Mais bon, je vous apprends rien, on a une étude d'impact qui n'est ni fait ni à faire. Alors, nous n'avons pas eu les réponses aux questions que nous avons posées, à certaines oui et à beaucoup d'autres non. Et je constate, peut-être l'avez-vous vu mes chers collègues, que y compris l'une des membres de votre commission des finances, de la commission des finances et qui est membre de la majorité, s'interroge elle aussi, nous l'apprenons ce soir, dans une lettre... Non, ah, peut-être pas vous, mais nous on l'apprend ce soir. Émilie Cariou qui... Oui, c'est dans le Monde de ce soir. S'il vous plaît. C'est ce que je viens de dire. Non, mais peut-être tout le monde n'a pas encore lu le Monde. Et donc de terminer, oui, je veux dire de terminer nos travaux sur des interrogations qui viennent, y compris des rangs de la majorité, nous dire qu'on n'a pas de réponse et que tout va très bien, Madame la Marquise. Je trouve que c'est une conclusion intéressante et sur laquelle nous rebondirons dès lundi en hémicycle. Merci. Ah oui, Madame Fiat, pardon. Le 367, Madame Fiat. Merci Madame la Présidente. Donc cet amendement vise à supprimer l'application de ce projet de loi aux magistrats. Alors pas parce que nous souhaitons spécifiquement que cette réforme ne leur soit pas applicable, mais parce que nous nous opposons à ce système pour l'ensemble des assurés. Et c'est donc logiquement que nous nous opposons à l'application de cette réforme pour les magistrats. Merci Madame. Le 374, Monsieur Quatennens. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, il s'agira donc d'une dernière intervention dans l'examen de ce texte. La commission spéciale a hier acté son échec sur la loi ordinaire. Nous avons néanmoins, je crois, eu un débat utile qui a permis de lever un certain nombre de lièvres, de confirmer des choses que nous savions déjà et que le Conseil d'État avait pu affirmer lui aussi, à savoir qu'il n'y a pas d'universalité, il n'y a pas 1 euro cotisé offrira les mêmes droits, et nous n'avons surtout aucune garantie sur la valeur du point, sinon le fait que l'on sache bien que ce projet de réforme des retraites est en quelque sorte un rempart pour ne pas faire ce qu'il y a lieu de faire quand on veut répondre aux 2 questions fondamentales que se posent les Français sur les retraites, à quel âge partir et avec quel niveau de pension. Votre projet de réforme des retraites permet simplement de faire en catimini ce qu'auraient fait sans doute d'autres formations politiques précédemment, c'est-à-dire reculer l'âge de départ à la retraite, mais de le faire d'une manière maquillée, biaisée. Bref, nous reviendrons donc dans l'hémicycle la semaine prochaine, et avec nous, j'en suis sûr, la mobilisation qui va se poursuivre contre ce projet de réforme des retraites qui, je le rappelle, est en contradiction avec les engagements du président de la République, mais surtout qui est rejeté par une majorité de Français. Merci. Sur ces 2 amendements de suppression de l'article, monsieur le rapporteur. Ce sera un avis défavorable, Madame la Présidente, évidemment. Non, mais il n'y a aucune raison que les magistrats soient la seule profession de France à ne pas intégrer le régime universel des retraites, parce qu'il s'agit bien, dans cet article, d'intégrer les magistrats dans le régime universel. Je voudrais répondre à Madame Autain. En tant que rapporteur général du budget de la sécurité sociale, je prends mon autre casquette que celle de rapporteur des retraites. Je suis aussi fondé à poser des questions, ça m'arrive, au gouvernement, ou aux agences d'État sur des mesures de financement de telle ou telle disposition. À milieu, en réalité, du procès qui nous a été fait pendant une semaine en Playmobil ou en je ne sais quel godillot, vous constatez avec nous que les parlementaires de la majorité sont tout à fait capables d'être à la fois force de proposition et de saisir le gouvernement lorsqu'ils ont des questions à poser, et c'est d'ailleurs très sain dans le fonctionnement de la Ve République. Donc, interroger le gouvernement sur les modalités qu'il a prévues de financement de différentes mesures, notamment les mesures de financement du corps enseignant ou dans le domaine de l'armée, etc. Ce sont des questions que nous nous posons, que nous aurons à poser au gouvernement, auxquelles il apportera des réponses. Là où ma voix personnelle diverge d'une voix qui a pu se faire entendre, mais par voie de presse et certainement pas dans une lettre officielle adressée au Premier ministre, c'est sur les conditions de dialogue avec le gouvernement, qui, je le dis, sont excellentes.
excellente et nous avançons sur les questions des chemins de financement et nous aurons des réponses de la part du gouvernement qui nous seront apportées prochainement, qui nous permettront d'envisager très sereinement de voter cet article, de voter ce projet de loi, à la fois le projet de loi ordinaire et le projet de loi organique, en sachant très clairement où nous allons d'un point de vue budgétaire. Vous imaginez une seconde qu'on est en train d'adopter une règle d'or qui engage le gouvernement à du sérieux budgétaire en ne sachant pas comment nous allons nous-mêmes financer notre propre réforme? Ce ne serait pas sérieux et pas crédible. Donc je vous propose de passer à autre chose. Merci. Monsieur Woerth, pardon. Oui, monsieur le rapporteur général, personne ne met en doute votre sérieux, mais quand même, la méthode du gouvernement ne l'est pas. On ne sait pas comment les choses vont être financées. Et moi, je le dis parce que nous vivons les dernières lueurs de cette commission. Donc, il est encore temps de parler de financement des retraites. J'ai le courrier de vos collègues, de M. Saint-Martin et de Mme Cariou. C'est des choses officielles. J'ai ce courrier au Premier ministre, c'est pas rien. C'est deux membres éminents de votre majorité, parfaitement respectés et respectables, membres de ma propre commission, qui se posent des questions ouvertement et qui posent les questions que nous avons posées depuis 10 jours, qui se posent des questions majeures sur le financement et les conséquences pour l'État, les conséquences budgétaires que cela repose pour l'État, qui est un point absolument essentiel dans cette affaire. Donc, il n'y a aucune réponse. S'ils se posent ces questions, c'est qu'ils n'ont pas de réponse. Ça veut dire que même la majorité ne travaille pas avec son propre gouvernement. C'est ça que ça veut dire. Enfin, c'est peut-être faux, mais alors ne remettez pas en cause ce qu'écrivent le rapporteur général des finances et votre représentante au sein même de la commission des finances. C'est des questions qui sont judicieuses, c'est des vraies questions. Et c'est pas parce qu'on est dans l'opposition que les questions qu'on pose sont fausses. Donc là, des membres de la majorité se posent les mêmes questions sur la manière dont vous financez ce système et les conséquences et l'impact que cela a pour les finances publiques. Donc répondez aux questions. Ne dites pas on a toutes les réponses. Ça veut dire déjà que vous ne les avez pas à l'intérieur du Parlement. Peut-être que le gouvernement les a, peut-être que la direction du budget les a, ça me surprendrait. Mais dites les choses aux parlementaires. On est dans une discussion parlementaire. On est en train de discuter le projet de loi, on n'est pas dans une audition. On est en train de voter la loi, on fabrique la loi. On a le droit, évidemment, à avoir un certain nombre de données financières. Moi, je ne dis que ce que disent vos propres collègues. Non, mais on a les mêmes lectures. Madame Autain. Parmi les questions qui sont posées par les deux collègues de La République En Marche de la Commission des finances, il y a quelles compensations financières seront nécessaires pour ne pas dégrader les salaires nets de la fonction publique? C'est une question que nous avons posée à plusieurs reprises et nous n'avons eu aucune réponse pendant la commission. C'est intéressant de vous entendre, Monsieur Véran, nous expliquer que ces questions sont tout à fait légitimes. Mais enfin, avec l'ensemble des questions qui sont posées dans cette lettre, Madame Cariou nous dit il y en a pour un paquet de milliards. Il y en a pour un paquet de milliards. Et elle dit nous avons demandé des réponses avant lundi. Lundi, c'est quand même le début de l'examen du texte en hémicycle, mais je ne sais pas si nous aurons les réponses. C'est ce qu'elle dit. C'est quand même assez inquiétant. Ça fait quasiment 15 jours que nous sommes en commission. Nous avons posé toute une série de questions sur lesquelles nous n'avons pas eu de réponse. Et maintenant, vous nous dites que c'est tout à fait normal qu'il y ait une discussion entre membres de la majorité et le gouvernement et que les réponses seraient apportées en temps et en heure pour la majorité. Mais c'est un mépris du débat parlementaire. Nous aurions dû les avoir au moins au moment de cette commission, et j'espère qu'à partir de la semaine prochaine, vous y verrez un petit peu plus clair dans ce brouillard qui s'épaissit et qui est décidément un grand brouillard irlandais. Merci. Madame Autain. Merci Madame la Présidente. S'il vous plaît. En tant que membre de la Commission des Finances, je ne peux pas laisser dire tout ce que je viens d'entendre. D'abord, il y a une chose qui est importante. Effectivement, on se pose des questions, les mêmes que vous, Monsieur Woerth, bien sûr, et elles sont légitimes, hein, puisque ce que nous sommes en train de faire, ce système universel de retraite, il va avoir des conséquences sur un certain nombre de fonctionnaires. Et c'est une bonne chose, puisqu'effectivement, nous prenons en compte tous les paramètres de cette réforme, mais qu'on soit bien clair sur une chose, et ce n'est pas vous, Monsieur Woerth, qui allez me dire le contraire. Le lieu de discussion du budget de l'État, c'est le PLF. Ce n'est pas le projet de réforme des retraites. Donc que nous fassions notre travail de parlementaire en posant des questions au gouvernement, il est évident que nous travaillons avec le gouvernement. Ce courrier, concrètement, il est là pour demander un certain nombre de précisions parce que nous sommes dans un dialogue. Mais concrètement, c'est dans le cadre de notre préparation
de notre travail parlementaire en tant que rapporteurs spéciaux du budget que nous avons posé au gouvernement un certain nombre de questions, mais qu'on soit bien clair, aujourd'hui, le lieu de débat de ces questions et le lieu de préparation et de discussion que nous aurons sur ces questions, c'est le PLF. Donc, ne mélangeons pas tout. Nous aurons certainement des réponses sur des grands axes, mais dans le détail, et c'est ce que nous avons demandé, des précisions de détail, c'est le PLF. Chut. Bien. La discussion ayant eu lieu, je mets aux voix ces amendements de suppression de l'article qui ont eu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. L'amendement 406, monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination. Merci. Je mets aux voix cet amendement de coordination. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 407, c'est la même chose ou... Oui, coordination. La même chose, amendement de coordination. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 9, monsieur de Courson. Là encore, moi, je me pose beaucoup de questions sur le fait d'appliquer aux magistrats la date du 1er janvier 1975. Est-ce que vous êtes sûr qu'en faisant cela, vous n'allez pas créer deux catégories de magistrats? Parce que comment peut-on distinguer au sein de la magistrature, vous voyez, deux catégories? Est-ce que vous pensez même que c'est possible? Même débat tout à l'heure que nous avons eu sur le Conseil constitutionnel, où là, il y avait une impossibilité, d'ailleurs, juridique, d'appliquer la règle des 17 ans. Alors, vous êtes sûr de cela, monsieur le rapporteur? Et question complémentaire, vous modifiez dans l'ordonnance de 58 le 6e alinéa de l'article 45, vous vous en souvenez tous, c'est sur les sanctions disciplinaires. Le 6e qui disait, dans le texte actuel, la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite. Vous le supprimez et vous remplacez ça par la révocation. Vous pensez que c'est du domaine des retraites? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a un cavalier qui va être éliminé par le Conseil constitutionnel? C'est deux questions, monsieur le rapporteur. Monsieur le rapporteur. Monsieur de Courson, d'abord, la mise en retraite d'office s'apparente dans le droit à la retraite. Donc ça répond à l'une de vos deux questions. Et quant à la première question que vous avez posée, je vous ferai la même réponse que précédemment, à savoir que dans le titre 1 du projet de loi ordinaire, nous avons voté une frontière d'âge à 1975 parce que ça permet de distinguer ceux qui sont à moins de 17 ans du départ de l'âge légal à la retraite et ceux qui sont à plus de 17 ans de l'âge légal à la retraite. Et là, en l'occurrence, s'agissant des magistrats, on peut parfaitement passer toute sa carrière dans la magistrature, donc il n'y a aucune difficulté à voir dès lors que vous avez en plus corrélation parfaite avec le titre 1 de la loi ordinaire. Proposition de retrait, sinon avis défavorable. Alors, monsieur Vigier. Non, Madame la Présidente, simplement pour faire écho à ce qu'ont dit les collègues sur ce fameux courrier qui est parvenu au Premier ministre sous la plume de membres de la Commission des Finances. Je voudrais simplement dire à notre collègue Sandra Motin, je vois bien qu'elle essayait de faire une défense un peu désespérée. D'abord, la branche retraite, c'est pas dans le PLF, c'est dans le PLFSS. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit de 350 milliards, pardonnez-moi, à minima, la représentation nationale doit être informée et elle doit être éclairée. Et nous l'avons dit sans esprit polémique, bien au contraire. On ne peut pas engager, me semble-t-il, une réforme aussi importante sans avoir les implications financières. On a beaucoup parlé ce matin à la présidente d'équilibre, de date d'équilibre 2027, de valeurs correctives. Franchement, ça serait faire acte de malhonnêteté que de dire autre chose que ce que nous disons. Et le fait que deux membres de la majorité le fassent, on appelle à la conscience de ceux qui sont là depuis longtemps. Éminent, en plus, avec des très fortes responsabilités. Rapporteur général du budget, ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quelque part un malaise. Donc il faut le lever. Je reviens à ce mot confiance que j'essaye de mettre en avant depuis le début sur ce texte. La défiance, quand elle s'installe, elle est partout. Donc je crois vraiment, Madame la Présidente, qu'il faudrait vraiment que l'on puisse avoir de la part du ministre qui est parmi nous et qui passe beaucoup de temps avec nous, et peut-être ce n'est pas simple pour lui pour répondre à toutes les questions, de nous éclairer sur ce sujet-là. On ne peut pas laisser comme cela le poison s'instiller sans même qu'à un moment ou à un autre, on ne puisse pas nous éclairer de façon extrêmement précise. Ça n'est pas
une polémique politicienne, tant s'en faut, 1000 fois. C'est au contraire la volonté de la vérité. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Di Filippo. Merci Madame la Présidente. Je crois qu'aujourd'hui, à nous écouter, il doit vraiment y avoir un point sur lequel Emmanuel Macron est tout à fait rassuré, c'est la fierté que peuvent avoir les membres de la majorité de leur amateurisme. Je crois que les questions qui viennent d'être soulevées, qui ont été soulevées par le président de la Commission des Finances, ne sont pas illégitimes. On ne peut pas comme ça alourdir le trou des retraites de 30, 40 milliards au bout du compte sans expliquer comment ils vont être compensés. Et moi, je pense que peut-être M. Pietraszewski n'a pas les réponses, peut-être le rapporteur n'a pas les réponses, mais il y a un chevalet au fond de la salle qui attend désespérément son propriétaire depuis le début des discussions, c'est celui de Mme Buzyn. Je me dis que si elle n'est pas venue, c'est que depuis des jours et des nuits, elle travaille sur cette question. Et donc, au moment où on va conclure cette discussion, il serait peut-être temps qu'elle vienne nous apporter les réponses que nous attendons. Donc, je ne doute pas que vous êtes en contact étroit avec elle. Dites-lui vraiment que c'est le moment ou jamais, parce que cette anxiété qui était celle de l'opposition, qui a été celle des Français ensuite, eh bien, aujourd'hui, quels que soient les artifices qui sont déployés par certains députés très zélés, très dociles, eh bien, elle gagne les bancs de la majorité également. Monsieur Di Filippo. Je pensais que vous parliez de votre chevalet à vous. Voilà, alors je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 5 ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? L'article 5 est adopté. S'il vous plaît, nous avons l'amendement 380, Madame Autain. Oui, merci. Je profite de cet ultime amendement pour en effet saluer l'effort de Madame Motin d'essayer d'éteindre l'incendie, mais les arguments ne sont pas justes parce qu'en effet la lettre concerne, elle a 4 parties. Parmi les 4 parties, vous avez en effet des choses qui concernent le PLF, le PLFSS, les rémunérations, mais au total, il s'agit bien de l'impact de la réforme que nous sommes en train de voir en ce moment et à partir de lundi dans l'hémicycle. C'est bien celle-ci qui est en cause. Donc je ne crois pas que le ministre pourra nous répondre ce soir aux questions qui sont posées dans cette lettre et à toutes les questions sur le financement que nous avons posées. Mais il y a peut-être une question à laquelle vous pouvez simplement répondre, c'est de savoir comment vous allez répondre aux questions posées par les 2 collègues de la majorité. Allez-vous répondre par courrier? Allez-vous faire une conférence de presse? Allez-vous envoyer l'information uniquement à la majorité, c'est-à-dire de répondre uniquement aux députés qui vous ont interpellé? Ou est-ce que vous allez répondre à l'ensemble des députés? Nous sommes intéressés en tout cas à ces réponses. Ou alors est-ce que vous pourriez répondre à l'ensemble des Français? S'il vous plaît. Et si vous répondez à l'ensemble des Français, je terminerai ma dernière intervention dans cette commission en disant que s'il y a une question à laquelle j'aurais tant aimé que vous répondiez, c'est celle de ma collègue Caroline Fiat tout à l'heure qui vous a demandé est-ce que c'est possible de nous expliquer simplement, dans des mots compréhensibles pour le grand nombre, ce que signifie le coefficient qui va permettre de calculer la valeur du point, c'est-à-dire le point de départ entre la valeur d'acquisition, la valeur d'usage. Il y a un coefficient d'ajustement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon très simple comment vous allez calculer cette valeur du point? Merci. Madame Fiat, le 384. Merci, Madame la Présidente. Donc, par cet amendement, nous proposons, au titre du projet de loi organique, de substituer au mot universel de retraite les mots austéritaires des retraites. Je pense que ça fait 8 jours qu'on vous explique pourquoi nous proposons cette formule. Et comme vient de le rappeler ma collègue, alors je vois que ça fait sourire beaucoup de mes collègues. Non, il faudrait revenir. mettez ça sur le compte de la fin de la réunion, mais c'est pas du tout. Ah non, c'est pas pour ça. C'est sur la question, sur le fait des valeurs du point. Plus on a avancé dans les débats et plus ça a été compliqué de comprendre votre projet. D'où ma question simple de ce matin, juste une explication simple de comment vous calculez la valeur du point. Et je pense que remettre les pendules à l'heure avant de revenir en séance, ce serait de bon ton. Merci. Et puis, Monsieur Quatennens, le 391. Merci Madame la Présidente. Résumons donc un projet de loi qui, je le répète, contredit les engagements présidentiels. Et pour l'explication de texte qui a été demandée tout à l'heure, je rappelle que dans le programme présidentiel, on ne touchait pas à l'âge de départ ni au niveau des pensions. Vous ferez en réalité les deux.
un projet de loi qui voit toujours contre lui une majorité de Français mobilisés, qui a vu une sanction assez sévère sur l'avis du Conseil d'État, dont les discussions en commission spéciale ont été un échec, mais ont néanmoins permis de relever le flou artistique qui règne sur la valeur du point, la garantie impossible sur le niveau des pensions et des travaux qui se terminent aujourd'hui sur l'information selon laquelle, effectivement, la Commission des finances n'a pas les réponses fondamentales qu'elle est en droit d'attendre, alors que les discussions vont commencer en séance la semaine prochaine. C'est donc une vaste improvisation. Et finalement, tout ce qu'il reste de l'ensemble de nos discussions, de vos mois d'éléments de langage et de tentatives d'emporter l'opinion, tout ce qu'il reste, c'est simplement votre volonté d'appliquer une vaste mesure d'âge qui va faire porter tout le poids de l'effort sur les actifs qui vont devoir travailler toujours plus longtemps. Eh bien, les Français ont raison de vous tenir tête. Merci. Monsieur Dharréville. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai oublié de demander l'avis du rapporteur sur ces amendements. Peut-être une surprise, monsieur le rapporteur. C'en est fini des mantras de la France insoumise. Nous arrivons au terme de l'examen du texte du projet de loi organique portant réforme des retraites. Moi, je suis très heureux qu'on ait pu avoir, je l'espère, des débats de qualité avec des débats de fond sur ces 5 articles et que nous soyons en mesure d'adopter l'une des 2 lois en commission. Je crois que c'est aussi un travail collectif qui est ainsi récompensé. Et je vous donne rendez-vous dans l'hémicycle à partir de la semaine prochaine pour commencer l'examen du texte en séance. Évidemment, un avis défavorable à un amendement qui vise à introduire le terme austéritaire dans un titre. Je ne suis pas sûr, par ailleurs. Alors, je crois que le premier amendement du texte de la loi ordinaire visait déjà à modifier un titre. Nous finissons ainsi par boucler la boucle. Quant à la question qui est posée sur les mécanismes du point, j'ai envie de vous répondre point trop d'infos et point à la ligne, parce que je crois que ce débat, nous l'avons eu à peu près 28 fois au cours des 10 dernières journées qui se sont écoulées. Vous comprendrez donc que je n'y revienne pas une 29e fois, mais nous aurons certainement l'occasion de débattre de ces questions et de reparler de Marie l'infirmière, je n'en doute pas, très prochainement dans l'hémicycle. Merci à tous. Merci. Alors j'ai Pierre Dharréville, pardon. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai que, monsieur le rapporteur, nous terminons un peu ce débat comme nous l'avons commencé, et je le regrette. Parce que je considère qu'effectivement, les arguments qui ont été employés n'ont pas suffi à nous convaincre, et je ne suis pas sûr qu'ils vous aient convaincu vous-même parfois. Donc voilà, ce débat va se poursuivre en séance sur un projet de loi qui quand même engage les décennies à venir, qui touche à des aspects fondamentaux de notre pacte social, qui touche au droit à la retraite. Et je crois que franchement, vous devriez réfléchir avant d'aller plus avant, parce que ce débat tronqué que nous avons à l'Assemblée nationale, la manière dont le débat s'est passé auparavant avec les organisations syndicales, je crois, n'est absolument pas satisfaisant. Et c'est, je crois, la démonstration d'une véritable nécessité de retirer ce projet et d'ouvrir une discussion. Les organisations syndicales continuent à le dire. Nous avons eu des échanges avec elles aujourd'hui. La conférence de financement qui est en train de se dérouler, en réalité, eh bien, pour l'instant, ne débouche sur rien. Et donc, voilà, nous sommes en train de légiférer dans l'impréparation et de prendre des décisions lourdes de sens pour l'avenir. Et nous pensons que ce n'est absolument pas raisonnable. Merci. Monsieur Woerth. Oui, ce n'est pas vraiment des conclusions, parce qu'on se revoit lundi, en fait, sur le même sujet. Donc, on va avoir le temps d'en rediscuter, hein, ça s'est arrêté. Non, on peut évidemment d'abord regretter le fait que la Commission ne soit pas allée jusqu'au bout. Alors, le gouvernement a pris plus de 2 ans pour construire ce texte. On voit bien que c'est un texte extrêmement complexe. Nous n'adhérons pas à cette complexité. Elle est outrancière. Vous n'aviez pas à construire un texte de cette manière-là pour résoudre des questions de convergence et de justice. Nous pouvions faire plus simple, plus efficace, plus direct. Vous auriez dû aller au bout de la concertation et notamment concerter peut-être par exemple un certain nombre de formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et au Sénat, plutôt que de vous concentrer sur des fausses concertations avec les syndicats qui ont échoué. Maintenant, ce texte, nous le contestons et nous avons, au travers des amendements, proposé une autre manière de réformer les retraites, une manière sans doute plus efficace et plus juste socialement. C'est votre choix. Vous avez, me semble-t-il, tort. Vous pensez avoir raison. Nous verrons bien. En tout cas, les Français ne verront pas la différence. Les temps de transition sont si gigantesques que personne ne verra la différence entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera dans le futur. Et c'est bien là un problème qui est celui de la gestion et de l'évaluation de ce texte. Enfin, les questions qui sont posées
par vos propres collègues sur l'impact financier. Ce sont des questions que nous vous avons posées tout au long de cette démarche. C'est des questions qui se posent. Ce que disent vos collègues, c'est un immense coup de froid sur votre réforme et sur la méthode que vous avez employée. On ne peut pas discuter d'un projet aussi important en laissant de côté les questions financières. Les questions financières sont à la base de toute justice. C'est ce que disait d'ailleurs le président de la République, si j'en crois la presse, hier soir. Alors pourquoi ne le faites-vous pas proposer un texte complet pour avoir un débat complet? Un texte incomplet, c'est un débat incomplet, c'est une loi incomplète. Merci. Catherine Fabre. Merci Madame la Présidente. Le groupe En Marche est vraiment satisfait d'avoir pu aller au bout de cette discussion du projet de loi organique, d'avoir pu travailler sérieusement les différents amendements qui étaient proposés. C'est un texte avec une belle portée politique, on réforme pour les générations futures. Et c'est important effectivement de pouvoir le faire. Toutes les réformes n'ont pas des portées à aussi long terme et c'est vraiment quelque chose dont nous pouvons être fiers. Nous avons enrichi ce texte en le travaillant tout au long de la journée, notamment la règle d'or qui s'est enrichie en inscrivant dans la loi organique la valeur du point et son évolution. Et nous sommes également très fiers d'avoir pu faire en sorte que les parlementaires pourront être exemplaires dans la mise en œuvre de la réforme, puisque le régime universel sera le leur dès 2022. Merci. Monsieur Benoît. Oui, simplement, moi, au nom du groupe UDI Agir Indépendant, je souhaitais dire que je considère que ce projet de loi est certainement un des plus importants, sinon le plus important de cette législature. J'en suis convaincu. Le fait de changer un système de retraite qui existe depuis 1945, c'est-à-dire depuis l'issue des travaux du Conseil national de la Résistance, passer d'un système de répartition par points à un système d'un système de répartition par trimestre à un système de répartition par points est quelque chose qui, pour moi, est fondamental et très important. Les populations que nous représentons, enfin nous autres, les centristes, historiquement, on a toujours défendu l'instauration de ce nouveau régime. Je suis convaincu que depuis 9 jours, 10 jours, nous avons eu des débats approfondis qui ont été utiles pour celles et ceux qui ont souhaité participer de manière constructive à nos travaux. Ils seront utiles pour l'avenir, notamment pour l'hémicycle, pour les débats en séance. Je souhaite que le gouvernement, qui a fait montre, malgré tout, d'attention et de patience à l'égard de l'ensemble des parlementaires, je souhaite que le gouvernement s'interroge sur ce que chaque groupe politique pourra apporter comme plus-value à ce texte. Moi, j'aimerais pouvoir être en mesure de voter ce texte. Encore faudra-t-il que le gouvernement me démontre en quoi notre présence, en quoi nos propositions auront été utiles pour ce texte et pour les Français. Je voulais aussi dire, parce que ce n'est pas moi qui ai fait l'explication de fin de débat hier soir, que le nombre d'amendements déposés par notamment un groupe qui nous amène à 20 000 amendements est quelque chose qui, pour moi, n'est pas du domaine du raisonnable. Et je souhaiterais que d'ici l'examen du texte en séance, chacun de nous puissions revenir à un nombre de propositions sous forme d'amendements, en termes de nombre, qui soient raisonnables et acceptables, permettant ainsi à chaque groupe politique de pouvoir défendre l'intégralité des amendements qu'il a déposés. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hamouche. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous avons depuis maintenant plusieurs jours et même des semaines discuté ce projet de loi qui est un projet de loi qui a l'ambition réellement de transformer en profondeur notre protection sociale et en ce sens, il a toutes les qualités d'un système dit universel dans l'esprit même de ce qui a été mis en 1945. Au MODEM, nous sommes héritiers du MRP, qui était un grand mouvement de la résistance dans notre histoire politique, et nous avons une particulière attache à l'État
providence. Et ce système est vraiment dans cette philosophie parce que l'État a toute sa place et l'État va continuer à accompagner les solidarités et la providence aura toute son étendue puisque les protections seront élargies à l'ensemble de celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin de recevoir selon leurs besoins qui ne sont pas les mêmes qu'hier. Nous sommes au MoDem non pas habités par le passé, liés à notre passé, mais c'est un passé qui nous vient d'hier et qui tend vers l'avenir, un avenir partagé pour chacun et pour tous. Merci. Merci pour cette fin lyrique. Je n'ai pas mis aux voix les amendements. Ah oui. Oh, pardon, Monsieur Vigier. Merci Madame la Présidente. Moi, mes premiers mots seront pour vous. Parce que animer une telle commission dans les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, ce n'était pas exercice facile. Vous l'avez fait avec plutôt d'une bonne humeur, en régulant les débats. Et je tenais à le souligner parce que le Parlement, ça doit être aussi un lieu de dialogue. La seconde chose, nous l'avons dit à plusieurs reprises sur ces bancs, Janine Dubié l'a dit hier soir, je pense qu'il faut être prudent. Les 49.3 se terminent toujours mal. Et donc, je dis au ministre qui est là, lorsque les membres de la majorité, je l'ai souligné il y a une seconde, demandent des éclaircissements, lorsque nous l'avons fait à plusieurs reprises sur ces bancs, Éric Woerth l'a dit, Charles de Courson et d'autres, lorsque le Conseil d'État vous demande des études d'impact plus approfondies, est-ce que oui ou non, on est à 3 semaines ou 1 mois près, est-ce que oui ou non, un coup de menton ne peut pas être évité? Il s'agit d'une réforme profonde. Et face à une réforme profonde qui doit être comprise et qui doit être surtout bien ficelée, si je peux me permettre cette expression, on ne peut pas, me semble-t-il, s'en tenir à un calendrier dont on sait qu'il nous conduit dans l'impasse. Je vous dis avec beaucoup de gravité parce que derrière, mes chers collègues, tous sur les bancs, c'est une forme d'impuissance publique qui nous guette. Donc, soit on arrive d'ici la séance à trouver des modalités, et le gouvernement a la main sur tout cela, des modalités qui nous permettront d'avoir un débat apaisé, certes contradictoire, mais qui nous permettront une issue positive, soit sinon, c'est peut-être un affrontement stérile, et en tout cas nos compatriotes ne s'y retrouveront pas. Merci. Monsieur le ministre, avant que je mette aux voix. Merci Madame la Présidente. Un mot pour vous remercier de la conduite de ces débats, mais le président Philippe Vigier vient de le faire, donc je suis redondant, mais je pense que ça, on peut l'être en la matière. Et préciser à monsieur le député Di Filippo, c'est simplement ça que je voulais faire. C'est pas facile à prononcer mon nom, mais c'est Pietraszewski. Vous verrez, vos collègues y arrivent très bien. Et par ailleurs, d'excuser Madame la ministre Agnès Buzyn, qui, vous l'avez peut-être remarqué, monsieur le député, il y a une certaine urgence sanitaire dans notre pays, et elle avait aujourd'hui un certain nombre de réunions, notamment au niveau des ministres de la Santé, du G7 notamment, et un certain nombre d'obligations, ce qui ne lui permettait pas d'être ici. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente, pour ces quelques instants supplémentaires. Merci. Je vais mettre aux voix ces amendements qui ont reçu un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ainsi modifié. Qui est pour? Qui est contre? Le projet de loi est adopté. Pour ma part, s'il vous plaît, en ce qui me concerne, j'aurais aimé d'abord souhaiter un bon anniversaire à monsieur Gérardin, qui a été toujours présent. Voilà, quand même. Et puis, je voudrais remercier les administrateurs parce qu'ils ont eu un travail considérable. Remercier monsieur le ministre et ses collaborateurs parce que, vous savez, les ministres ne restent pas toujours en commission comme ça, vraiment. Les rapporteurs qui vont travailler comme des fous eux aussi. Alors, j'allais en venir là, Madame Autain. J'allais terminer par... Je voudrais remercier tous les commissaires de cette commission spéciale. D'abord parce qu'ils ont été extrêmement présents. Ce n'est pas toujours le cas. Et vous dire que moi, j'y ai trouvé de l'intérêt. Il y a eu des moments chauds. Et puis, il y a eu aussi des moments très intéressants d'échange. Donc moi, je garde un excellent souvenir de ces moments, quelle que soit l'issue. De toute façon, rendez-vous en séance la semaine prochaine et à bientôt. Merci.